Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Arnaud. Salut Bart, tu vas bien ? Ouais, ça va super et toi ? Écoute, très bien, ça va très très bien, il fait beau. Bientôt le 14 juillet à Paris, il va y avoir des pétards partout. Et je sais pas si t'as vu, mais on va pouvoir assister au feu d'artifice, mais il va pas falloir se rassembler avec trop de monde. Ouais, j'ai vu ça. Bah, ça fait plaisir un petit peu déjà d'avoir des scènes un peu de liesse nationale ou d'avoir des petites choses à célébrer. Mais bon, après... je sais pas, t'aimes beaucoup les feux d'artifice, toi ? C'est un moment important pour toi ? Alors important, non. Ouais, j'aime bien les feux d'artifice. Est-ce que c'est un moment important ? Non, si je vois un feu d'artifice et je le partage avec des amis ou avec de la famille, c'est cool. Après, j'adorais ça plus, je pense, quand j'étais gamin, quoi, parce que c'est tellement impressionnant. Et si, il y a un feu d'artifice vraiment il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a marqué vraiment assez, de dingue. C'était le feu d'artifice le 31 décembre 2017 à Rio. Okay. Parce que j'étais à Rio pendant plusieurs mois et c'est assez incroyable parce que c'est tiré dans la baie et donc sur la plage de Copacabana, il y a 3 millions de personnes. Enfin, il y a du monde aussi dans les rues, quoi. Ouais. C'est assez hallucinant et en fait, t'as des paquebots de touristes avec plein de lumière dessus, donc t'as l'impression d'avoir des immeubles sur l'eau. C'est incroyable et ça tire vraiment tout le long. C'est vraiment impressionnant. C'est pour les jeux que t'avais vu ça ? Non, le 31 décembre. En fait, chaque année. Tout le monde est en blanc et c'est la fête, quoi. C'est incroyable. Donc là, le côté populaire, tu le comprends vraiment au Brésil, tu le comprends vraiment. Alors là, du coup, le 31, mais après autour de la musique, quoi. Ok. Et c'est au même moment que le carnaval de Rio. Désolé, je suis. Le carnaval, non, c'est fin février, début mars. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et c'est une culture que t'aimes particulièrement ? Oui. Enfin, en fait, moi, je fais de la musique brésilienne depuis 2007 et lorsque j'ai commencé donc le samba, je joue un instrument qui s'appelle repique. Et mon rêve, c'était d'aller jouer et défiler au carnaval de Rio dans le sambodrome et donc avec des grandes écoles. Sauf que pour ça, faut avoir le niveau et donc faut très bien jouer et en plus, tu prends la place de quelqu'un qui s'entraîne toute l'année, quoi. Et donc j'ai eu pour faire l'histoire très rapidement, j'ai eu l'opportunité en fait de rencontrer lors des Jeux de Rio l'école Salgueiro qui est mon école préférée. Enfin, c'est une de mes écoles préférées. Il y a plusieurs écoles que j'adore. Et donc je les ai rencontrés, j'ai joué avec eux, avec la médaille, c'était assez incroyable dans la quadre, là où ils répètent en fait, où t'as des milliers de personnes. Et puis j'ai vu le mestre da bateria, c'est le chef de batterie, comme le chef d'orchestre si tu veux. Et celui qui a un sifflet et qui... C'est ça. Alors après t'as plusieurs sections parce que faut s'imaginer que quand tu défiles pour le carnaval là, dans le sambodrome, qui c'est vraiment on va dire le très haut niveau, tu as donc t'as 90 000 spectateurs et t'as 300 sambistes, donc t'as 300 musiciens. Donc il est pas tout seul, il est devant, mais toi si t'es assez loin derrière tu le vois pas, donc t'as d'autres
tu en as d'autres si tu veux qui sont là pour faire annoncer les breaks, etc. Et donc je lui ai dit à ce moment-là, je reviendrai l'année prochaine je lui ai demandé si c'était possible de revenir et de jouer et défiler, de m'entraîner avec eux. Et il m'a dit oui, pas de problème. Et en fait, donc 2017, j'ai pas pu, mais j'ai été en 2018. Donc je suis resté 4 mois, j'ai appris le portugais, je me suis entraîné avec eux pendant 4 mois et j'ai défilé dans le Sambodrome. Mais c'était un truc de malade. Génial. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et comme ça, sur un coup de tête, quoi. T'as eu envie t'as vu? Sur un coup de tête, non, ça faisait des années en fait que je voulais le faire, sauf que j'avais jamais l'opportunité, à cause du sport pour le coup, parce que à cette période-là, je suis tout le temps en saison. Et là, après les championnats du monde, c'était à Londres en 2017 où je fais 2e. J'avais encore 2 fissures au tendon rotulien et je l'avais depuis 1 an. J'avais fait les Jeux de Rio avec. Et j'avais dit à mon entraîneur, on fait plus d'injection de PRP, on fait plus de tout ça, on va laisser le corps récupérer tranquillement. Donc je prends 6 mois off. Je vais m'entraîner après, mais je cours pas du tout et en fait je laisse régénérer mon corps, quoi. Ce qui s'est très bien passé d'ailleurs. Okay. Et pour me préparer pour Tokyo et pour tout cartonner à Tokyo, c'était l'objectif, quoi. Ok, d'accord. Bon bah écoute, on commence sur les chapeaux de roue là. Je suis vraiment hyper content d'être là aujourd'hui. Déjà, je remercie Brian parce que Brian de Square Champs, on le remercie. Ouais, grave, carrément, parce qu'il fait un boulot de dingue. Et si vous connaissez pas Square Champs, allez tout de suite voir sur leur petit site internet. Ils mettent en relation des sportifs avec des entreprises et ils le font bien. Et Brian a pas arrêté de me dire faut que tu rencontres Arnaud, tu verras, c'est un mec génial. Il est hyper curieux sur le monde, il aura plein de choses à te raconter. Et tu vois, je savais pas du tout ça sur toi, donc on commence direct dans le vif du sujet. Mais tu vois, je t'avais dit juste avant qu'on commence, j'aime bien redémarrer un peu de l'enfance, savoir un petit peu qui était Arnaud Assoumani quand il était un petit peu plus jeune. Et du coup, je voulais savoir quel est ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, pour moi, les premiers réels qui m'ont marqué, c'est vraiment l'athlétisme, parce que j'étais quand même jeune, j'avais 5 ans. Je raconte souvent cette histoire et c'est ce qui a fait que l'athlétisme est devenu une passion. Je regardais la télé à la maison et je voyais en fait moi ce que je me rappelle, c'était des sauteurs en son longueur et j'avais l'impression qu'ils volaient en fait au-dessus du sable et c'était incroyable. J'étais les yeux complètement grands ouverts et je me dis mais ils volent en fait. Ils volent, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je disais, mais moi, je veux ressentir aussi. C'est pas conscientisé, mais je me suis dit, ouais, j'ai envie de ressentir ça, quoi. Qu'est-ce que ça fait de voler? Et donc c'est là, à ce moment-là, j'ai dit à mon papa, ça, je m'en souviens pas, on me l'a raconté après, mais je lui ai dit, quand je serai grand, je ferai les Jeux Olympiques en son longueur. Ok. Donc c'est assez marrant. Donc c'est vrai, les premiers souvenirs de sport. Donc là, c'était Carl Lewis et Mike Powell en 91. C'est la Grande Guerre en plus. Ouais, complètement. Et c'est là le record du monde. Alors je me souviens plus qu'il y avait le record du monde à ce moment-là. Ça m'avait pas marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'esthétique, la vitesse et le fait de voler. Et, c'était assez dingue. Après, le basket aussi, pas mal, parce que mon père a fait très longtemps du basket et est un grand fan de basket. Donc il enregistrait tous les matchs de NBA à l'époque. Et donc je m'y connais beaucoup plus cette période et donc c'est la période aussi là on a vu avec The Last Dance mais la période de Michael Jordan et avec tous les autres grands personnages et caractères de cette époque. Donc voilà, vraiment les premiers souvenirs de sport, c'est ça. Ok, d'accord, ouais. Et ton père, il était plutôt du coup à supporter les Bulls ou plutôt les Lakers? Non, Lakers. Il était Lakers. Il était Magic Johnson. Après, forcément, il aimait beaucoup les Bulls, mais il était Magic Johnson. Moi, j'étais clairement Bulls parce que, je pense que à notre époque, ceux qui sont nés dans les années 80 et ceux qui ont connu encore Michael Jordan dans ses grandes années, parce qu'au final, j'ai quand même des souvenirs de lui avant qui commence le baseball, avant son premier arrêt. Dans les grandes années, on voulait tous être MJ, quoi. C'était, je me souviens, je tirais la langue quand je faisais tout, en fait. Et aujourd'hui, je le fais toujours, d'ailleurs, je sais pas si c'est parce que je l'ai imité, en fait, à un moment, si je le faisais par mimétisme ou si c'est parce que moi aussi, en fait, je tire la langue quand je fais des exercices. Mais je le fais, j'ai des têtes pas possibles, quoi. Ok, c'est marrant, ça. Et tu t'es inspiré un peu aussi justement de Carl Lewis ou
ou de Ivan Pedroso Pedroso, ouais, c'est un peu après Ivan Pedroso. Ivan Pedroso, ouais, j'étais plus grand, j'avais déjà commencé l'athlétisme en fait à ce moment-là. Carl Lewis, oui, c'était une icône et un modèle d'athlète. Je connaissais pas du tout l'homme. En grandissant, l'homme m'a plus déçu, mais l'athlète est juste incroyable, quoi, en termes de technique, en termes d'esthétique. Encore une fois, c'est beau, quoi. Et le truc, c'est que pareil, tu disais quand tu faisais du sprint, t'es Carl Lewis, quoi. Et genre, tu commençais. Donc moi, j'avais des courses un peu de la même manière, c'est-à-dire, j'étais pas un super partant en sprint, mais je finissais fort, quoi. Donc ça faisait un peu comme lui. Alors, j'avais pas la même technique, mais il y a eu Carl Lewis, Pedroso plus tard, parce que Pedroso, c'est vraiment pour moi le plus beau sauteur à voir et peut-être le plus efficace aussi en termes de technique. C'est impressionnant. Et si vous ne connaissez pas, allez voir, taper Ivan Pedroso, parce que il a sauté au-delà du record du monde. Il a fait 8,96 m à Sestrières, sauf qu'il y avait il y a un juge qui est passé devant l'anémomètre et on ne sait pas si ça a été, on lui a demandé de passer parce qu'il y avait du vent trop favorable quasiment sur tous les sauts. Ou si c'était le hasard, il est passé devant et malheureusement on saura jamais je savais pas cette histoire, le vent et il a mordu des sauts à plus de 9 mètres aussi. Donc c'est un des seuls au monde à avoir fait ça. C'est peut-être le plus grand sauteur, on peut pas dire que c'est le plus grand officiellement puisque c'est pas lui qui a le record du monde, mais c'est vraiment un des plus grands sauteurs au monde. Il a un truc, il a un espèce de charisme, de style qui fait que tu le retiens. Et puis il y a ce côté un peu cubain aussi, il y a une énergie qui dégage qui est très forte. C'est ça, et surtout dans tous les grands, ça c'est quelque chose que tu peux retrouver chez tous les grands champions et au niveau des sports où t'as l'impression que c'est tellement facile. C'est facile, mais en plus il y a un style, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment une patte, et donc comme Michael Jordan, il y a un style, quoi. Il est ultra efficace, mais pour être ultra efficace, ça pourrait être moche en fait. LeBron est super efficace, mais c'est moins esthétique pour le coup. Moi je trouve. Mais c'est une machine de guerre. Pedroso est super efficace, mais super esthétique, très fluide. Il y a aussi Irvin Saladino plus tard, mais c'est très très fluide, une autre manière de sauter, et c'est super beau, quoi. Et je pense que ce côté esthétique, en fait, moi, il a toujours été là, il m'a toujours marqué. Lorsque j'ai commencé l'athlétisme, parce que donc je vais commencer l'athlé à 11 ans. Avant, mes parents voulaient pas que je fasse de l'athlé parce que ils trouvaient ça trop traumatisant. Donc ils m'ont poussé à la natation. Je vais faire en tout 13 ans de natation. Donc quand je commence l'athlétisme, je fais 13 ans de natation. De 2 ans jusqu'à mes 15 ans. Et donc quand je commence l'athlé à 11 ans, je fais à ce moment-là de la natation et du basket. Je viens d'arrêter, je crois, le tennis de table. Ah non, je fais peut-être du tennis de table encore. Enfin, je fais 3 sports en même temps. Et donc l'athlé, c'est vraiment ce qui est dingue, c'est que la première fois où je saute dans un bac à sable. Alors c'est pas vraiment les premières fois, parce qu'en fait, lorsque mes parents ont divorcé, on habitait à Rochefort-sur-Loire. Enfin, ma mère habite toujours à Rochefort-sur-Loire, mais je vais grandir là-bas pendant une dizaine d'années. Et donc dans l'école primaire, je crois que c'était l'école primaire Sainte-Thérèse à Rochefort-sur-Loire, on avait un bac à sable au fond de la cour. Et donc en fait déjà on faisait des petits concours, parce que moi j'adorais sauter, essayer de toucher les feuilles les plus hautes des arbres, traverser les flaques. Je ressentais déjà quelque chose en fait physiquement en termes de sensations quand je sautais. Et quand j'ai commencé l'athlétisme à Angers à 11 ans, tout de suite les premières fois en fait j'étais en train de faire le ciseau, quoi. Donc c'est-à-dire on m'a dit mais Arnaud, tu pédales en l'air. Je dis mais non, je fais rien du tout. Et en fait si, c'est pareil, je pense par mimétisme, je m'en rendais pas compte, mais je pense que ça faisait partie du côté il vole et il continue à courir en l'air. Oui, tu vois, on a l'impression qu'il marche sur l'air. Il y avait toujours ce truc là en fait, moi, il fallait que ce soit efficace, mais il fallait que ce soit beau aussi. Ok. Mais et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres compartiments de ta personnalité, le beau, l'esthétique. Moi, j'ai l'impression que oui, tu vois. En tout cas, quand je te vois, t'as beaucoup d'élégance, t'as un style, t'as un super style, je trouve. Merci, c'est très aimable. Tu fais de la musique et tout. C'est ce côté artistique, on peut le retrouver dans quels autres compartiments de ta vie aujourd'hui? Je pense que je suis attaché à l'esthétique, en tout cas à quelque chose d'assez beau, alors qui peut être épuré, parce qu'au final je pense que d'abord ça me touche, donc chez les autres,
Et c'est aussi une expression de sa personnalité en fait. Ouais. Et donc de manière générale, j'aime tous les moyens d'expression. J'aime l'art de manière générale, mais j'aime tous les moyens d'expression. Donc je vais pas dire, je suis pas dans la mode, mais je trouve ça intéressant. Mais autant, il y a d'autres choses qui peuvent, le gaspillage, tout l'argent, tout l'argent qui peut être dépensé, le côté luxe en fait peut un peu me déranger par rapport à certaines de mes valeurs, mais je trouve ça beau et ça m'intéresse. J'adore la danse. J'adore le beatbox. J'ai fait du beatbox quand j'avais 15 ans, puis j'en fais toujours pour mes inspirations ou enregistrer au dictaphone. Non, ça j'aurais pas dû dire ça, mais j'aime ça. J'aime retrouver une espèce de grâce et c'est, je pense, dans l'expression des êtres humains en fait. Donc ceux qui savent dessiner, ceux qui savent peindre, ceux qui savent faire de la musique, ceux qui font du sport, ceux qui font de la danse, qui font des graphes, en fait, du skate, enfin tous les moyens d'expression, enfin du slam, du rap, tous les moyens d'expression au final, il y a une esthétique que tu peux trouver, et je pense que oui, il y a quelque chose peut-être de beau, mais pas forcément, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir les défauts et ce qui peut être considéré comme moche, mais ce qui va montrer le côté humain en fait, et aussi un petit peu la faille chez la personne et qu'on a tous. Donc oui, je pense que je suis attaché au beau, mais pas non plus à l'extrême, puisque après ça devient factice et presque de manière, ça peut, on n'est pas des machines, donc le beau pour du beau, ça nous correspond pas en fait. Le beau pour du beau, et en même temps je pense que pendant longtemps j'ai essayé de contrôler pour pouvoir avoir, alors c'est même pas avoir contrôlé, avoir une image parfaite, parce que c'est même pas ça, mais de se conformer justement à ce que la société souhaite renvoyer, et ce qui au final t'as un manque d'authenticité après, et moi je suis attaché aussi à l'authenticité. Donc la beauté, c'est très subjectif. Pour en revenir là-dessus, c'est très subjectif. Moi je vais trouver quelque chose de beau, alors que quelqu'un va peut-être dire non mais moi en fait je vois rien là, je trouve ça moche, et moi je vais trouver ça beau, touchant, parce que justement c'est la personne qui va me toucher au final. Donc c'est sympa que tu trouves que, merci pour l'élégance et le style, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui n'apprécient pas, mais au final c'est une expression de moi. Ok. Et c'était une question compliquée, hein. Je me suis permis, mais en tout cas, mais je voulais avoir un petit peu ton avis sur le sujet, parce que t'as l'air énormément curieux sur tout ce qui est artistique, tout ce qui est expression, sur tous les arts, quoi. Et ça se sent, hein, même sur ta communication, sur ton Insta, que tu fais de la musique, ça se voit. Enfin, il y a plein de choses qui se dégagent un petit peu. Et du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Et il y a, tu sais, si tes parents, j'ai l'impression que tes parents, ils t'ont poussé vachement vers le sport, parce que si tu faisais 3 sports en même temps quand t'étais plus jeune, c'est qu'ils t'ont vachement poussé là-dessus. Ou est-ce que c'était toi qui avais de l'appétit pour ça? Et est-ce qu'à l'inverse, pour justement tout ce qui était plus sur la musique, sur tout ce qui a trait aux arts, est-ce que pareil, c'était eux qui t'ont plus poussé, ou c'est toi qui a montré un appétit? Non, mais mes parents m'ont jamais poussé en fait. Si, peut-être à l'eau, je dis quand j'étais bébé nageur, c'est la seule chose. Mais autrement, non, ils m'ont jamais poussé, ils m'ont soutenu tout le temps. Donc ça, je pense que c'est une chance, soutenu sans juger. Ça c'est vraiment une chance, je pense. Mais mes parents ont une culture sportive, une culture musicale assez riche. J'ai une culture assez riche au final du côté de ma mère, donc culture plutôt française, et puis du côté de mon père, culture comorienne, des îles. Donc et en plus les Comores, il y a un énorme brassage avec l'Afrique, l'Inde, les pays arabes. Donc je pense que c'est un mix de tout ça aussi qui fait que je suis assez ouvert, mais parce que c'est l'éducation plutôt que j'ai reçue, une éducation assez ouverte, et s'intéresser aux choses. Mais après, je pense que j'ai tout le temps été curieux en fait de nature depuis tout petit. Et puis le sport, non, j'étais un peu hyperactif, donc c'est une manière de canaliser, de me cadrer.
Et non, c'est juste j'avais envie d'en faire, quoi. Ouais, tu avais envie d'en faire, donc ils t'ont inscrit Ouais, et puis ils t'ont dit oui. ils m'ont soutenu. Et puis pour la musique, non. J'aurais adoré en fait faire de la musique lorsque j'étais jeune. Ok. Je pense que la seule chose pour laquelle être né sans avant-bras me gênait, et je dis me gêner au passé parce que du coup ça me gêne plus. Enfin, pour ça me gêne plus du tout. Aujourd'hui, pour le reste non plus, hein, ça me gêne pas. Mais c'est par rapport à la musique, en fait, j'avais l'impression que je pouvais pas faire de musique ou je pouvais pas jouer d'instrument comme je pouvais l'imaginer et de me dire. Mais en plus, j'ai l'impression vraiment de comprendre la musique. J'ai tout le temps eu ce sentiment de dire je comprends la musique, je sais rejouer, je mémorise toutes les sections d'instruments, etc. Et lorsque j'ai fait un peu de piano, j'ai tout fait en autodidacte, donc je faisais pas de cours de piano. Il y a un ami qui faisait du piano, très rapidement en fait, il me le chantait ou je faisais tout à l'oreille et j'apprenais assez. C'était quelque chose d'assez naturel, mais assez timide, assez. Alors c'est marrant parce que j'avais un côté extraverti, mais aussi assez timide, très observateur. Ouais. J'analyse beaucoup les situations, les gens, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils interagissent, les regards, et donc je suis en train de me perdre par rapport à la musique. Non, mais c'était le but, c'était de savoir un peu. Ouais. Du coup, non, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu après en fait, et qui a toujours été là au final au fond de moi. Et où je me dis j'aurais bien aimé faire de la musique ou même tu vois du théâtre lorsque j'étais un peu plus jeune, mais c'est des choses qui m'intéressaient, mais et qui m'auraient aidé pour l'enfant que j'étais, qui pouvait être un peu introverti et qui osait pas en fait. Très jeune, j'osais en fait jusqu'à peut-être mes 10 ans, et peut-être pour beaucoup jusqu'au collège, tu vois. Et après c'est marrant parce que je regardais les photos quand j'étais jeune et ça se voit en fait sur les photos. C'est flagrant quoi. C'est comme si genre à partir du collège je suis rentré en introspection pour plusieurs années et que j'ai complètement switché quoi. Où j'étais beaucoup plus conscient, je pense plus lucide sur plein de choses, même si je le voyais déjà avant, mais en primaire ça va, et puis vu que j'étais dans un petit village, c'était moins compliqué en fait, les choses étaient plus simples et plus innocentes, et on va dire l'innocence a commencé à se perdre au collège quoi. Ok, d'accord, je vois. Et d'ailleurs ça m'amène un petit peu à la question que je voulais te poser. Je t'en avais dit juste avant qu'on commence. Moi j'ai eu un collège difficile, ouais. J'en ai un peu souffert, j'ai mis du temps avant de me reconstruire, et après ça fait partie de moi, je pense que ça fait aussi partie d'un peu des petites blessures qui te façonnent et qui te rendent plus fort par la suite. Toi, t'es né avec un handicap, et que je trouve pas être un handicap en fait finalement, ce que j'adore, j'ai interviewé plusieurs athlètes paralympiques sur le podcast, tu vois, et j'adore parce qu'à chaque fois c'est des gens qui mettent une claque à la vie en fait, et qui mettent une claque à plein de préjugés et tout, et je me demandais par rapport à ces claques là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils le font avec l'âge, avec l'expérience, parce il y a eu des moments qui ont été un petit peu plus durs, mais où ils ont dû être un peu plus forts que les autres pour avancer. Et je me demandais si il y avait eu des moments un peu difficiles dans ton adolescence où désolé, j'ai mis beaucoup de contexte sur ma question très longue, mais je voulais savoir si ça avait été un peu plus dur plus jeune que maintenant. Tu dégages beaucoup de confiance en toi, mais voilà, est-ce que ce petit Arnaud introverti qui fait plein de sport, est-ce que ça a été dur un petit peu au collège ou... Il y a eu des périodes difficiles au collège en fait, mais pas tout de suite. Lorsque je suis arrivé en 6e, je me souviens, il y avait des grands qui étaient fans de moi, je sais pas pourquoi. Après, je pense que j'étais... Tu vois, même ça, je me souviens plus, mais si, je pense que... Enfin, c'est pas que je me souviens plus, c'est que je réfléchis pas de cette manière-là. Donc, mais je pense que j'étais le seul métis. Ok. Le seul noir au collège. Donc, j'étais un peu... Enfin, je sais pas comment on peut dire... exotique ou original, atypique en tout cas. J'étais, et puis après j'avais une prothèse myoélectrique en fait. Donc ça faisait marrer pas mal de gens parce que je pouvais fermer et je faisais des trucs. Donc c'était très positif en fait. Donc j'ai pas eu de problème du tout jusqu'en 3e, ce qui paraît un peu paradoxal puisque en 3e on est plus grand,
on comprend un petit peu mieux. Donc s'il y a plus de moqueries, on va dire, c'est un peu entre ces années-là, aller primaire, fin de primaire, et puis ces années-là au collège. Et en fait, moi, ça a été en troisième où j'ai subi du harcèlement à l'école, au collège, avec quelqu'un qui faisait de la natation en fait. Donc on n'était pas dans le même club, mais il me voyait, il me connaissait depuis très longtemps. Et j'ai pas compris. Du jour au lendemain, il a commencé à m'appeler le manchot, mettre mon sac, mon manteau à la poubelle. Et puis en fait, ils ont été plusieurs à commencer à faire ça. Et surtout, moi, j'avais pas du tout les armes en fait pour me défendre. Je comprenais pas. Je savais pas pourquoi. Il pouvait me dire ça. Je comprenais que c'était par rapport à mon bras, mais jusque là, j'en jouais beaucoup en fait. Je pouvais raconter des histoires, ou quand j'étais plus petit, on jouait sur la plage et qu'il y avait des gamins qui me demandaient. Ça a jamais été un frein en fait. Vraiment pas du tout. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu certains. Parce que je pense que j'en faisais déjà une force. Et parce que franchement, je fais autant de choses, voire plus de choses que les autres gamins de mon âge. Donc c'est pas un souci au final. Enfin, on s'amuse ensemble, et c'est ça l'intérêt au final. Mais lorsque tu grandis un peu plus et que là on montre ta différence, donc c'est vrai que c'est souvent au collège que ça se passe. Forcément c'est douloureux parce que toi tu ne fais pas cette différence là. Donc tu te remets en question alors que t'as pas vraiment besoin de te remettre en question, mais je culpabilisais, je pense. Je me souviens que je me disais, parce qu'on rentrait en car de Chalonne à Rochefort-sur-Loire, dédicace du coup. C'est précis. À tous ceux qui habitent à Angers et aux alentours. Et au final, je me disais, mais en fait, je vais jamais avoir c'est très marrant parce que j'étais grand. Mais en fait, je vais jamais avoir deux bras dans ma vie. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si des fois, je sais pas si en fait t'as déjà eu cette sensation de dire que tu pourrais être une autre personne, mais qu'en fait non. En réalité, tu ne resteras que cette personne toute ta vie, et où tu te poses la question, mais pourquoi c'est moi qui suis sorti en fait pourquoi ma conscience est liée à ce corps-là en fait? Pourquoi ma conscience n'est pas liée à un autre corps? Pourquoi je pourrais pas être quelqu'un d'autre? J'ai eu ces questions-là de tout assez petit, où c'est toujours la question, tu vois, de l'origine, tu vois, des questions existentielles par rapport à toi-même, et de se dire mais comment je me retrouve là en fait? Pourquoi c'est moi? Et donc après aussi pourquoi du coup moi j'ai que un bras. Et en même temps, c'est pas très grave, mais ça veut dire que vraiment j'en aurais jamais deux. Donc c'est marrant, j'avais ce truc là, j'en étais pas du tout triste, hein. C'était juste la prise de conscience de se dire et donc voilà, donc j'ai vécu ces moments un petit peu difficiles, et derrière un matin ça a duré plusieurs semaines, même plusieurs mois je pense, et un matin j'étais en pleurs dans mon lit et je dis à ma mère je veux plus y aller quoi. Et donc elle savait pas parce que j'en ai parlé à personne, donc je gardais vraiment tout pour moi. À ce moment-là, je pense que j'avais plus beaucoup de copains parce que je parlais plus, je m'isolais. Donc c'était assez compliqué. Et puis du jour au lendemain, j'ai changé de collège. Donc j'étais dans un autre collège. Je me souviens, je me suis teint les cheveux en blond. C'était assez marrant. C'était un gros changement quoi. Et puis je m'entraînais. J'avais un matelas dans ma chambre que je mettais contre le mur, et je m'entraînais à donner des coups de pied en style un peu taekwondo. Et en fait je me préparais à juste me défendre si j'avais besoin quoi. Je pense qu'il y a toujours ce rapport au sport, et donc quand j'ai changé de collège, il y a eu une période où je me laissais plus du tout faire. Donc ça a été l'inverse en fait, de passer de quelqu'un qui ne sait pas comment réagir, qui ne comprend pas, à ok, si t'as envie de me dire quelque chose, tu me le dis. Par contre, je pars au quart de tour en fait. Donc ça a été ce qui s'est passé. Ça a pas duré très longtemps. Et après, j'allais d'ailleurs aussi aider ceux qu'on pouvait emmerder. Et j'allais me battre contre eux en fait. Mais j'étais tout seul. J'étais tout seul. Donc j'ai eu le respect de petites bandes de quartier juste à côté du collège ou autre, parce que j'étais tout seul et parce que je m'en foutais en fait. Ils disaient lui c'est un taré, il est fou machin. Donc c'est marrant de passer d'une image où en gros t'es la victime à t'es pas le bourreau, mais presque quand même, parce que c'est pas une solution. Donc ça a pas duré longtemps heureusement, parce que moi j'ai pas cette éducation là, et puis tu sais forcément que la violence c'est pas une solution. Et après le sport aussi était là pour me canaliser plus les cours. Donc mais ça, voilà, je pense que ça a rééquilibré les choses, de me dire en fait ok, je suis capable de me défendre, et puis depuis j'ai jamais eu réellement à me défendre de nouveau, mais je sais que
j'ai ce truc-là où si un jour il faut se défendre quelqu'un ou me défendre, bah je le ferai quoi. Ouais. Et tu vois dans ce parcours de vie là que tu viens de nous décrire, est-ce que tu sais déjà, enfin tu l'as dit un peu plus tôt, mais est-ce que tu sais que tu veux faire les JO? Est-ce que c'est un truc qui était déjà un peu profond en toi, tu vois, alors, et notamment vis-à-vis de cette réflexion, tu sais, que comme tu disais, où en gros tu te rends compte que tu changeras plus de corps. Mais ça, je pense que tu l'as eu. Là, je suis en train de lire un bouquin de psychologie sur les enfants et on leur fait vachement. Si t'as eu ça, en fait, c'est parce qu'on freine pas mal les enfants. Tu vois, on leur dit quand tu seras adulte, t'auras le droit de faire ça. Quand tu seras adulte, t'auras le droit de faire ça. Et du coup, ils construisent un petit peu un imaginaire sur le fait qu'ils vont changer, alors qu'ils restent la même personne, tu vois. Et bon, bref, du coup, je fais la vieille explication de psychologue, mais du coup, ouais, toi, c'était quoi ta relation avec justement avec le sport de haut niveau à ce moment-là, et tu dis que ça t'a un peu construit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Ouais, bah ma relation au sport de haut niveau, elle était, je regardais à la télé quoi, comme tous les gamins qui aiment le sport et qui étaient qui étaient intéressés par le sport, tous les sports. Je faisais aussi du foot, mais comme ça par plaisir. Donc je regardais et supportais à la télé. Je te dis NBA, forcément, il y a 98-2000, ça a été en foot. Et puis du tennis. Au collège c'était un enfer, collège lycée c'était un enfer à chaque fois à la période de Roland-Garros parce que c'est la période où soit t'as les petits examens et il faut travailler, donc c'était horrible. Mais d'un point de vue perso, en fait, le rêve de gamin, mais qui peut être complètement utopique, de se dire oui, je ferai les jeux lorsque je serai grand. Ça a toujours été là, ça a toujours été au fond de moi, sauf que c'est pas forcément quelque chose que tu ressors et que tu poses et que tu dis ok, en fait c'est un objectif, un objectif de vie, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. J'ai tout de suite battu des records de mon club en fait quand j'ai commencé l'athlétisme à Angers. Donc j'ai eu des résultats au niveau départemental, régional, et puis j'ai fait mes premiers championnats de France à 16 ans. Donc là en valide, donc je connaissais pas du tout le handisport, ça a été plus tard. Enfin, ça a été l'année d'après, en 2003. Ok. Mais du coup, j'avais ce truc-là un peu, je pense, dans ma tête, parce que je regardais, je suivais, mais j'en étais tellement loin aussi en même temps que je me dis peut-être, en fait, c'est le côté rêve, je le gardais, j'en parlais à personne, et je me dis peut-être, et en même temps, à côté, je me disais, oh là là, c'est terrible, parce que j'aime faire tellement de choses et j'ai envie de faire tellement de choses, j'ai envie d'être tellement polyvalent que ça va me fermer en fait et je vais être triste. Donc j'avais ce truc là en fait déjà collège et plus lycée parce que au lycée je commençais à m'entraîner plus, j'avais des résultats au niveau national et après j'ai commencé à faire des sélections en e-sport international à partir de 2003 et j'étais encore au lycée. Et puis lorsque j'ai eu mon bac, après j'étais à Athènes quoi. Donc tout de suite en fait ça a été assez vite. Je m'attendais pas forcément à faire les jeux aussi rapidement et à ce que tu sois propulsé vers le haut niveau. Et donc je pense que j'avais toujours envie de progresser, mais il y a plein de choses qui étaient assez floues en réalité. Je me suis pas dit je vais faire une carrière ou je prenais tout ce que je pouvais prendre et puis ce qui était super important pour mes parents c'était ok c'est super le sport mais tu fais des études à côté quoi, donc tu te construis. Donc j'avais tout le temps cette dualité sport et études et d'avoir un équilibre. Et donc après le bac, moi je suis parti à Paris je voulais être concepteur réalisateur multimédia au départ. Et en fait, je vais arrêter. Donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il y avait soit tu pouvais faire une école un peu d'audiovisuel, où il y avait aussi, je me souviens, Paris 8, où je pouvais reprendre un cursus. Sauf que avec mon dossier, j'avais pas eu de spécialité au lycée. Il y en avait pas de toute façon dans mon lycée. J'ai eu mon bac, mais j'ai pas eu mon bac avec. Je travaillais pas, donc il faut travailler, mais je faisais un peu tout. On va dire à la mémoire et j'écoutais en cours quoi tout simplement. Du coup mon dossier, j'ai pas été pris pour ces soit les écoles à Paris soit l'université. Donc il y avait soit tu pouvais reprendre maths informatique appliquée aux sciences à la fac qui était un peu l'équivalent de maths sup maths spé, soit c'était les écoles quoi. Et donc je vais faire ça à la fac d'Orsay.
Sauf que j'aime pas trop les maths. Si c'est pas concret, en fait, si c'est pas vraiment concret et je vois pas la finalité et le sens, j'ai du mal à m'y mettre. Donc ça a été très dur. Pour la première fois de ma vie, il fallait que je travaille. Et je me dis bon, en fait, je vais pas pouvoir faire ça pendant 2 ans. C'est pas possible. Du jour au lendemain, j'ai arrêté en fait. J'ai rien dit à mes parents, j'ai rien dit à personne et j'ai commencé à rechercher. J'étais à la bibliothèque et je recherchais en fait les écoles, ce que je pouvais faire quoi à côté. Et donc là, j'ai trouvé une école d'audiovisuel. Donc je suis parti en fait à l'écart. Enfin, il y avait un concours. Et donc je fais le concours d'entrée. Donc là, il y avait des questions comme donc sur le cinéma. J'adore le cinéma, mais je suis pas non plus cinéphile. Qu'est-ce que le néo-réalisme italien? Est-ce que vous pouvez nous citer, je sais pas, 4 réalisateurs de la nouvelle vague? Alors, aujourd'hui, je sais tout ça, mais à l'époque, je le savais pas forcément. Et après, il y avait une partie physique et maths. Et là, c'était super simple. Et au final, j'ai été pris et j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit, maman, bon. Alors attends, t'es bien assise? Alors en fait, j'ai arrêté la fac parce que ça m'emmerde, j'en peux plus. Mais j'avais un plan B, j'ai une bonne nouvelle, machin, j'ai été pris. Mais par contre, ça coûte un peu d'argent et je sais qu'on n'a pas trop d'argent, donc. Mais voilà. Donc en fait, j'ai fait cette école. Après, je sais plus pourquoi je te parle de ça parce que c'était pas du tout le début de la question. Hein. Mais non, mais ça tombe très très bien que tu parles de ça. En fait, c'était la construction du haut niveau, tu vois. Et moi, je me rends compte que des fois, c'est un peu. On peut se laisser guider et ça arrive tout seul. Et je voulais savoir. Ouais, c'est arrivé au fur et à mesure, vraiment. Là, tu vois. Donc là, je suis après Athènes. Donc à Athènes, j'ai fait une médaille de bronze. Dans ma tête, je veux tout déchirer à Pékin, mais j'arrive dans une nouvelle ville, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent et je suis comme n'importe quel autre étudiant en fait, de manière assez classique. Et j'ai tout à faire au niveau du sport et à cette période-là, en fait, depuis 1 an, j'ai des problèmes au dos récurrents. Et donc ça va durer. On fait plein de recherches, je vois des experts, des différents médecins. Et en fait, ça va durer pendant 3 ans et demi, quoi, jusqu'à 2007. Donc je vais entre-temps être malgré tout, je dis malgré tout, je sais pas comment j'ai fait, mais je deviens champion du monde en 2006. J'ai des douleurs partout, j'ai l'impression d'être plus vieux que mon grand-père. Il y a des jours, je peux même pas me baisser pour faire mes lacets, en fait, tellement j'ai mal au dos. Et j'ai failli arrêter alors que j'avais à peine 20 ans, l'athlète, quoi, parce que je me voyais pas progresser, en fait. J'avais fait 7m11, je crois. Et je progressais pas vraiment, alors que je sentais qu'il y avait un gros potentiel, mais c'était ça a été difficile ces années. Je pense que c'était les années les plus difficiles. Et en plus, à ce moment-là, je pourrais balancer d'ailleurs, là, parce que là, je pourrais donner des noms, parce que c'est des personnes qui sont encore en poste aujourd'hui, où j'ai eu vraiment, un peu un type, en tout cas de la pression et un peu type harcèlement moral de la part de personnes de ma fédération à l'époque, et qui m'ont pas aidé. Pas aidé, mais d'un côté qui ont aidé. Qui ont pas aidé parce que clairement ça te fout encore plus au fond du trou quand t'es déjà pas bien et quand la fédération en fait normalement devrait être là pour aider les jeunes quand t'es tout jeune. Et moi j'avais fait me retrouver à la rue et j'ai vraiment, et ils le savaient, et zéro aide. Et du coup ma mère et moi on était un peu dégoûtés et au final on s'est dit faut se débrouiller tout seul. Et donc à partir de ce moment-là j'ai rencontré aussi des gens qui étaient super intéressantes, bienveillantes, qui ont pu m'aider et qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, et j'ai commencé à m'entourer en fait à partir de ce moment-là. J'ai intégré, alors à l'époque c'était le team Lagardère, donc vraiment un team pro et professionnel, athlétisme, tennis, donc était à Jean-Bouin, donc là il y avait Gal Monfils, Paul-Henri Mathieu, comment il s'appelle, Gasquet, voilà, et puis il y avait les meilleurs Français en sprint, dont Martial Banjoc à l'époque. Et moi j'étais pas vraiment sprinter, hein. Mon record il devait être en sprint, il devait être à 11:35 ou quelque chose comme ça. Donc c'était un bon temps féminin, quoi, un temps correct féminin, mais et en fait j'ai très vite progressé, j'ai plus de problème au dos, très vite progressé, et puis c'est à la suite de cette année-là où j'ai j'ai pu gagner à Pékin et battre le record du monde. Et là en fait là ça y est, à ce moment-là dans ma tête c'était clair, je dis ok, là je sais que je peux faire des gros trucs parce que ça a tout débloqué en fait, le fait d'avoir galéré, avoir eu des années super dures. C'était dur physiquement, mais c'était dur mentalement aussi, et puis je m'entraînais surtout, j'étais sérieux, je m'entraînais, je sortais déjà pas trop, donc je faisais quand même
moi je parlais plus de choix à cette époque-là que de sacrifice, mais quand même, Ouais. j'adore sortir, j'adore voir des gens, mais déjà je le faisais pas trop, alors que t'as 18, 20 ans, t'as envie de sortir, t'as envie de t'amuser, t'as envie de rencontrer du monde, enfin t'as envie de rencontrer le monde, quoi, tout simplement. Donc ça a été des années très très formatrices, je pense, mentalement et sur pouvoir être focus sur tes objectifs, en fait. Ouais, mais ça je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai tellement de respect pour ces sportifs justement qui arrivent à s'astreindre à cette routine et à cette rigueur, parce que moi j'en ai pas été capable, quoi. J'ai en partie abandonné à cause de ça, et on se rend pas compte en fait de la force mentale que ça demande en fait de répéter et de jamais sortir du moule et de jamais sortir du plan, tu vois. Ouais. On peut sortir un petit peu du plan. Faut pas trop sortir du plan. On peut sortir un peu, parce qu'encore une fois, on est humain, on n'est pas des machines. Faut appliquer le plan au maximum, et surtout quand t'es jeune, parce que c'est cette rigueur, cette discipline qui t'apprend. Et au final, moi, ça me cadrait. C'était très bien, quoi, parce que je m'intéresse à plein de choses, j'ai envie de faire énormément de choses, mais vraiment, vu que j'avais un objectif, quand je me mets dans quelque chose, j'y vais à fond. Et donc la frustration de vouloir faire d'autres choses, je l'avais pas tellement à cette époque-là, elle est venue un peu après, quand j'ai commencé à voir, je dis toutes les possibilités, d'autres projets, je me dis mais là les années passent quand même. J'ai envie de faire ça. Ouais. Mais oui, c'est clair que dans tous les cas, à haut niveau, je pense que pour tout, hein. C'est peut-être un peu plus vrai pour le sport de haut niveau, parce que c'est à la différence de la musique ou tu vois, la danse, on va dire, la danse à très haut niveau aussi, tu vois, de toute façon, il y a la dimension physique, donc c'est la même chose, mais où tu dois avoir une rigueur, pas que à l'entraînement, en fait. Ouais. Tu peux lâcher la pression, etc. à côté, mais tu dois avoir une rigueur quand même, et être vigilant surtout, parce que ce qui va faire, et surtout dans les sports individuels où la performance c'est un chrono, ou c'est une distance, c'est mesurable. Eh bien, tu peux pas compenser sur les autres, tu peux pas compenser sur le jeu d'équipe, tu peux pas compenser sur justement juste le mental, ça suffira pas. Il faut quand même que physiquement tu sois à 100%. Ouais. Physiquement 100%, faut que tu sois tous les curseurs au maximum, et en plus dans ta tête, faut que tu sois à fond aussi, quoi. Ouais. Donc des fois, pour sauver les dégâts, tu peux grâce à la tête, et parce que le physique, même si le physique est pas top, mais parce que ça veut dire que t'as de la marge, tu peux t'en sortir. Mais si t'as envie que ça fonctionne, il faut que tout soit tous les signaux soient au vert, et que tu sois au maximum. Et c'est ça qui est compliqué, qui est difficile à comprendre, mais en même temps c'est normal, parce que des situations comme ça dans la vie, tu t'en rencontres pas vraiment. Où il va falloir que tu te prépares pour quelque chose, mais ça va durer peut-être 1 an maximum, quoi, ou 2 ans, mais pas toute une carrière, quoi. Donc après, faut avoir les bons moments où tu te dis je relâche un peu la pression, et puis derrière tu repars, parce que quand tu repars et quand tu y vas vraiment, tu peux pas te dire j'y vais et il y a un petit doute qui est là, et non, en fait les doutes c'est bien, c'est important pour avancer, c'est important pour se poser les bonnes questions. Mais il vaut mieux se remettre en question et refaire une analyse, et te dire quels sont mes points faibles, où est-ce que je peux m'améliorer, où est-ce que je peux être mieux entouré, et etc. Toutes ces questions-là, vaut mieux se les poser avant le début de la saison, et mettre en place le plan et la stratégie, et après s'y tenir. Je veux pas dire que t'as pas le droit de changer des choses en cours de route, et t'adapter. Plus ça va avec l'expérience, plus tu peux le faire, plus tu peux être amené à t'adapter sur le plan que tu as mis, parce que tu sais, en fait, tu sais comment les choses fonctionnent, tu sais comment ton corps fonctionne, tu as testé beaucoup de choses différentes, beaucoup des méthodes différentes, du coup tu peux adapter. Sauf que pendant très longtemps, vraiment une grande partie de la carrière, pour moi ça, cette adaptation-là, il faut la faire, mais vraiment de manière assez fine, et avec des personnes qui te connaissent bien et qui peuvent t'aider là-dessus. Mais sinon, le plan, faut quand même le respecter et s'y tenir. Et donc c'est ça qui est un petit peu le plus difficile. Et puis en même temps, faire preuve de résilience lorsque tu te blesses, ce qui est quand même le cas pour pas mal de sportifs au niveau, et ce qui a été pas mal le cas pour moi. Et où là, il faut réadapter le plan, enfin avoir un nouveau plan, en fait. Et très rapidement, tu te prends une grosse claque dans la figure. Pendant une journée, moi je suis vraiment pas bien. Enfin, si je me blesse là par exemple aujourd'hui, je vais vraiment pas être bien. Alors ça va pas forcément se voir à l'extérieur, mais
ça va être je sais pas comment décrire ces sensations, mais ouais, c'est physique, quoi. Il y a physiquement dans la tête, je suis pas bien, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment comme si tout ce que j'avais fait était vain et n'avait servi à rien. Et donc, ouais, c'est dur. Franchement, c'est vraiment dur. Sauf que, bon, la nuit passe. Comme on dit, la nuit porte conseil. Et le lendemain, tout de suite, ça va mieux. En fait, déjà le lendemain, alors quand j'étais plus jeune, peut-être un peu moins, mais déjà le lendemain, je suis déjà, ok, c'est quoi le plan maintenant? Donc en gros, c'est ok, on va faire des examens. Là, on est aujourd'hui, on fait les examens demain, plus 2 jours, et derrière, on fait ok, combien de temps pour la récup, rééduc, je peux commencer au bout de combien de jours. Ok, bah maintenant, je vais vraiment faire attention encore plus au sommeil, à ce que je mange, etc. Et puis, bah je vais faire d'autres choses à côté pour pas devenir fou, pour pas péter un plomb. Et donc je dis bon, bah d'habitude j'ai pas le temps pour faire quoi. Ok, ce truc-là, apprendre ça, ou lire ou écrire, ok, bah très bien, mais je le fais maintenant. Et donc voilà, trouver en tout cas son propre équilibre par rapport à ça, et être de nouveau focus sur ok, je vais revenir et je vais revenir plus fort en fait, et je vais revenir plus fort. Et ça, c'est impossible de le dire à l'extérieur, et ça paraît très très prétentieux en fait. De dire je vais revenir plus fort ou je vais être plus fort que les autres. Alors moi j'ai rarement eu ce truc je vais être plus fort que les autres, ça a tout le temps été par rapport à moi-même en fait. Je vais revenir plus fort, je vais être plus fort, je vais progresser, je vais voilà. Mais au final, si on a cette mentalité, si on se le répète tous les jours, je vais progresser, je vais être un peu meilleur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, bah au final ça fonctionne quoi, ça marche. Ouais. Et t'as l'air d'avoir pas mal réfléchi la question. Est-ce que est-ce que tu t'es fait coacher sur la partie mentale? Est-ce que tu as eu des lectures? Un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, j'ai eu à certains moments où j'ai eu besoin de travailler avec un prépa mental, mais au final, ça a pas été très souvent. Il y a eu des moments où vraiment je sentais que j'étais en doute, et il y avait une séparation. Ce qui est compliqué des fois quand tu reviens d'une blessure, c'est que tu as l'impression vraiment d'avoir une séparation entre le corps et l'esprit, entre ce que ta tête a envie de faire, sait faire, et ouais, là, entre les ambitions et puis le corps, où au final tu sens que tu lui fais pas trop confiance. Donc voilà, t'as cette espèce de petit écart qu'il va falloir combler, et lien qu'il va falloir reconstruire, parce que t'as peur de te refaire mal, par exemple, ou tu sais pas pourquoi à un moment, et c'est surtout là-dessus moi que j'avais bossé, à un moment j'arrêtais de courir quoi. Et je sais pas pourquoi en fait, et j'arrêtais de courir alors que je savais que j'allais pas me faire mal. Donc je voulais comprendre d'où ça venait. Donc là j'ai eu besoin de travailler avec un prépa mental à ce moment-là. Donc c'était vraiment pour des choses spécifiques. Sur le reste, au final, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout petit. Et ça pouvait être pour d'autres choses en fait. Dès que j'étais dans une situation de pression ou de compétition, même si au final je suis pas sûr que j'aime tant que ça la compétition, elle m'aide en fait pour j'aime la compétition pour pouvoir me sublimer et me dépasser. Je pense que c'était vraiment plus par le côté dépassement de soi. Et je sais que ma mère, ça l'impressionnait. Lorsque qu'on était dans un format de compétition, je sais pas, je faisais du tennis de table, j'en ai fait 2 ans. Je jouais avec des plus grands que moi, je jouais assez bien, je chopais le truc assez vite. Et je sais pas, à l'échauffement, je pouvais perdre, quoi. On commence un match, et je vais encore perdre pendant le match, quoi. Et dans ma tête, je me disais, bon, à 10, là, c'est fini, il marque plus de points. Et en fait, ça se passait vraiment, quoi. Ou des fois, je sais pas, il était à 2 points de gagner, et moi, j'étais 4 ou 5 points derrière. Et là, en fait, j'allais être dans une espèce de bulle de concentration ultime, où rien ne pouvait... j'entendais plus rien, en fait. Et j'étais dedans à 1000%. Et donc là, en fait, ma mère, qui me connaît bien, ne me reconnaissait pas dans ces moments-là. Et donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui m'a aidé énormément dans tout, quand je faisais la natation, les compétitions, et puis dans l'athlétisme, où vraiment j'arrivais à me mettre dans ma bulle. Et ça a été ma force. Sauf qu'à d'autres périodes, en fait, quand je te dis, t'as cette séparation entre que tu fais plus trop confiance au corps, et ben au final, même si tes forces, c'est aussi ce côté mental, et ben j'avais plus de mal à être dans ma bulle. Parce que je savais que tous les signaux n'étaient pas ouverts. En fait, pour avoir cette confiance peut-être totale, c'est si tu te poses même pas de questions, en fait. En fait, c'est que tu te poses pas de questions. Quand t'es petit, tu sais même pas ce que ça veut dire, une blessure, une douleur ou autre, tu sais pas vraiment. Donc tu te poses pas de questions, tu fais.
tu agis directement. Sauf que lorsque tu es adulte et que tu as conscience et que tu es lucide de beaucoup plus d'éléments, de l'environnement, de la pression, de si je perds, je sais que je suis capable, mais je peux perdre aussi, donc ou je peux gagner, tu vois, t'as la peur de l'échec et t'as aussi la peur de gagner, hein, t'as les deux, hein, dans les deux sens. C'est même plus fréquent, je trouve. La peur de gagner. La peur de gagner, ouais. On le voit moins chez les sportifs de haut niveau. Mais ouais, on le voit aussi, hein, on le voit aussi. On le voit aussi. Au tennis, bon, il y a des blagues avec Édile Cartier. C'est ça le tennis. Je sais pas, peut-être t'as connu. Où il dit je suis russe. Et bon, il se moquait de Paul Henry, pauvre Paul Henry, où il dit il gagnait 3-7, enfin presque 2-7-0 contre la Russie. 2 balles de match. Et remonté. Il a 2 points du match. Ouais, 2 points. Ouais. Okay. Et en gros, là, on peut dire que c'est ça. C'est-à-dire que clairement, si t'as gagné 2-7, enfin voilà, c'est qu'à un moment tu relâches un petit peu et que c'est en gros t'es en train de devenir conscient que tu vas gagner. Et ça peut te faire déjouer de manière horrible. Et c'est horrible parce qu'en plus t'as les gens, tu vois les gens, enfin c'est comme si tu voyais ta famille ou tes amis qui te regardent, tu dis mais qu'est-ce que tu fous Polo, vas-y. Et en fait tu sors complètement de ton match, quoi. Et donc ça peut arriver à tout le monde. Et c'est compliqué. Moi ça m'est arrivé en 2011 où justement je voulais me qualifier donc en 2012 pour les jeux de Londres, je savais que je pouvais sauter. La semaine d'avant, il y avait un concours ça devait être les Pré-France, c'était à Aubonne, et donc là il y avait Teddy Tango qui était dans le même concours, et on se tire la bourre, et en fait on se répond un petit peu, quoi. Et à un moment donc, il était devant, peut-être un moment où il était devant, je passe devant, je dois faire 7,70, un truc comme ça. Non, il passe devant moi, là il fait 77 ou je sais plus quel saut. Moi je saute et là je mords un saut qui est énorme en fait. C'était le saut le plus long de ma vie, mais il est mordu, hein, pas énormément, mais il est mordu. Je me dis c'est bon, je le refais après, quoi. Et donc là il y a l'adrénaline, donc je crie pas, mais et pour les adversaires ça motive en fait de voir que l'autre a fait un gros saut ou autre, et là il fait 8m01, quoi. Il fait un planche parfaite, il fait 8,01, et moi derrière je crois que j'étais 6e essai et je passe pas, je fais pas mieux. La semaine d'après il y a les France qui était à Clermont-Ferrand, et là en fait l'échauffement incroyable, je me suis jamais aussi bien senti de ma vie, quoi. C'était vraiment dingue, et je fais un mauvais concours, quoi. Je sais plus combien je fais 70, 72 peut-être. Je savais que je pouvais me qualifier pour les championnats qu'il y avait cet hiver-là. Je crois que c'était les championnats je sais plus si c'était les championnats du monde. Ouais, c'était peut-être les championnats du monde en salle. Je savais que j'avais le potentiel pour faire ça, et je passe complètement à côté. Et ce jour-là, je sais clairement que c'était parce que j'avais peur de le faire, en fait. Je savais que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais là, la tête, ce jour-là, n'a pas suivi. Ok. Et c'était des qualifs pour les JO, pour les Jeux? Non, c'était en salle, donc c'était les qualifs pour les championnats du monde en salle. Ok. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question de. Il me semble que c'est en 2012, dis-moi si je me trompe, où tu prends la décision de tenter de te qualifier pour les Jeux valides. Ouais, c'est à ce moment-là. Alors la décision, elle est prise. Enfin, je l'annonce après les Jeux de Pékin en 2008, en fait. Donc là, je viens de battre le record du monde dans ma catégorie. J'ai sauté 7,23 m, ce qui est très très loin des minima pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres. Maintenant c'est quoi? C'est 8,20 en tout cas. Là, c'est 8,22 pour Tokyo, et c'était 8,20 en fait à l'époque. Et pour situer, en gros, là sur c'est assez simple, hein, Pékin, Londres, alors pas Rio, mais du coup sur les 3 Olympiades d'avant, à 8,20, on est sur le podium, en fait. Donc ça correspond à ça, les minima pour se qualifier. C'est quand même assez costaud, quoi. Donc moi, ça fait quasiment 1 mètre. 1 mètre, le jour c'est un autre monde. Alors ce que tu es en train de dire, c'est que on te demande pour te qualifier de faire 8,20. Ouais. Et que si le jour de la compète au jeu, en finale, tu fais 8,20, t'es sur le podium. En tout cas, là, à Londres, t'aurais été sur le podium, ouais. Enfin, t'es sur le podium, ouais, clairement. Ouais. T'aurais été 2e. C'est dingue. Ok. Ouais. Ok. Et comment ça se fait que la performance demandée, elle soit aussi forte? C'est qu'elle est demandée sur plusieurs. En fait, t'as des minima au niveau international qui sont fixés par la fédération internationale. Donc là, c'est
World Athletics qui a fixé des minima internationaux qui sont plus bas. Et après, il y a les minima de la fédération française. Donc ça, c'est la France qui avait mis des minima à 8,20. Donc je sais plus combien étaient les minima au niveau international. Ça devait être entre soit 8,10 ou 8,15. Donc ça reste assez costaud, mais c'est quand même, on va dire, un peu plus accessible. Et puis 8,20 au niveau français, quoi. Ok. Et donc j'ai annoncé ça 4 ans avant. Donc il y avait énormément de chemin à parcourir. Sauf que si tu veux, c'est un peu le rêve dont je te parlais de gamin que j'ai transformé en objectif à ce moment-là, et parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, je pense que je peux le faire en termes de potentiel, j'ai ce potentiel-là, je le sens. Et après, on me l'a dit aussi, enfin, d'autres coachs me disaient, mais t'as de quoi, enfin, t'as le potentiel. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas le faire, mais t'as le potentiel. Donc voilà, et puis très rapidement, au final, vu que j'avais plus de problèmes physiques et que tout allait bien, j'étais de nouveau confiant en mes capacités et en mon corps. L'année d'après, à chaque compétition, ça c'est incroyable, hein, c'est la seule année où j'ai eu à chaque compétition, sauf au championnat de France d'ailleurs. J'étais fatigué, mais je battais mon record en fait. Donc c'était juste incroyable. Et j'ai dû commencer la saison, je crois que je commence première compétition aux interclubs, je fais 7,50 m. C'était 7,23 mon record, je fais 7,50 direct et je suis là, waouh. Et après à chaque fois, mais je bats mon record. Je fais 7,75 à la fin de la saison en officiel. Et puis l'année d'après, je fais alors en 2010, l'hiver, je fais 7,82 en salle à Bercy, ce qui est toujours mon record d'ailleurs. Je mords des sauts à plus de 8 mètres. Alors là, c'était pareil, c'était frustrant parce que non, en 2011, je me suis trompé. 2011, c'était les championnats d'Europe à Paris, et en 2010, là, c'était une qualification potentielle pour les championnats du monde. L'été en 2010, je fais 7,91 m à ma deuxième compétition, alors qu'on était tous fatigués avec un peu trop de vent à Marseille. Et là, on se dit, c'est bon, je vais faire les minima pour les championnats d'Europe qui étaient, je sais plus si c'était 7,95 ou 8,05. C'était peut-être 8,05 qui était donc à Barcelone en 2010. Et en fait, j'ai un de mes sponsors qui vient me filmer à l'entraînement. Après, 2 jours après que j'ai sauté 7,91, et je dis non mais là je suis fatigué pour sauter dans le sable et tout. Si vous voulez, je peux faire un truc sur le tapis de hauteur. Et en fait, je me tords la cheville, je me fais une entorse à la cheville sur le tapis de hauteur. Et on est à 3 semaines des France. Et là, sur le coup, je prends ça un peu à la rigolade et à la légère parce que au fond, je suis quand même dégoûté, quoi. J'ai ma cheville qui est juste énorme, et puis ça a été un peu mission impossible pour revenir pour le championnat de France, à Valence après. Donc j'étais bien dégoûté. Et puis 2011, je reviens, je crois que je fais encore une fois des sauts, pareil, aux alentours de 7,80 et un peu plus. Et là, justement, l'été au championnat de France, parce que en 2011, il y avait les Universiades, et donc je pouvais me qualifier pour les Universiades. Et là, pareil, je déjoue, quoi. Je déjoue alors que je sais que j'ai un peu tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc là, j'ai fait un travail mental parce que je comprenais pas. Je m'arrêtais de courir alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire des grosses perfs. Et en 2012, je reconnais des problèmes de blessures. Alors que j'avais plus de blessures. Enfin, j'en ai eu un peu en 2011, mais j'avais quasiment plus de blessures musculaires depuis un moment. Enfin, la cheville, on va dire, c'était un truc un peu malheureux, quoi. Mais c'était pas lié, tu vois, à l'entraînement, c'était pas musculaire, quoi. Ok. Ouais. Et donc 2012, je me fais très mal à l'entraînement. Je me fais, en fait, on sait pas à ce moment-là, parce que je vais tout faire pour faire les championnats de France à Angers. Donc c'est là où j'ai commencé en plus. Donc pour moi c'est juste incroyable et tellement important, parce que c'est la première fois que mes grands-parents vont me voir sauter, en fait, de leur vie. Et pour eux, voilà, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Dire quand leur petit-fils dit je fais du son longueur, c'est mon métier. C'est très marrant, quoi. Ça leur parle pas vraiment, mais au final, je sais qu'ils sont fiers de moi et tu représentes la France. Mais j'avais besoin de sauter devant eux et de leur prouver, en gros, si tu veux, de leur montrer. Et au final, j'ai pas pu sauter parce que j'avais trop mal. Et donc ça, c'est un des trucs qui reste aujourd'hui les plus douloureux, de ne pas avoir pu sauter devant eux, en fait. Et là, on passe les examens après, et en fait, j'avais 11 fissures 11 cm de fissures à mon tendon d'Achille sur ma jambe d'impulsion. Wow. Et là, on était donc là, les jeux, rêve des jeux terminés pour les Jeux Olympiques. Et puis derrière, il y a encore les Jeux Paralympiques. J'ai encore le temps pour me soigner, faire la rééducation. Ce que je vais faire,
Je reviens assez vite, ce qui est assez dingue d'ailleurs. Enfin, j'étais très concentré aussi. J'ai perdu du poids, mais trop. Je me souviens, je faisais la rééducation tous les jours de 9h jusqu'à 17h. Et le soir, j'allais nager en plus 1 heure. Et je mangeais pas beaucoup le soir parce que je voulais être vraiment affûté. Et je me dis, mais je vais tout défendre. Enfin, j'avais une espèce de rage intérieure contre c'est la faute de personne, quoi, mais contre les éléments. Et je me dis, il faut que j'y arrive, quoi. Parce que voilà, j'ai pas réussi ce projet-là. Et donc je faisais 75 kilos, mon poids de forme c'est 78 kilos, mais pendant l'année je suis tout le temps au-dessus de 80. Et là, j'étais à 75 kilos, mais j'étais sec, je sais pas, hein, j'ai pas fait le test de masse grasse, mais c'était incroyable, tu vois, toutes les fibres musculaires, c'était trop, en fait, même. Et t'es crevé quand t'es comme ça. Ouais, alors là, à ce moment-là, j'étais en pleine bourre, énergie incroyable, je refais ma première séance de saut que je refais, je fais triple saut et saut en longueur sur 15 foulées, et je fais, je crois que je suis à combien, un peu plus de 7,60, 7,65, un truc comme ça, sur 15 foulées, donc là, j'hallucine, en fait, et je me dis, mais je vais tout déchirer, en fait. Dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais faire 8 mètres à Londres. Et en fait, il y a une séance que je fais et qui me remet complètement dans le rouge. Pas très longtemps avant de partir à Londres. Et à Londres, pour la longueur, je suis dans la pire forme de ma vie, quoi. Ouais. Je suis dans la pire forme de ma vie. Je commence le concours et j'arrive pas à finir ma course d'élan, en fait, à courir. Et ouais, je suis fatigué, j'arrive même pas à faire 7 mètres. Donc là, c'est incroyable, quoi. Enfin, ce que je veux dire, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans, quoi, que j'ai pas fait 7 mètres sur un concours comme ça, quoi. Donc c'était très difficile mentalement, en fait, de se voir et de dire, en fait, je crois que je peux rien faire. Et donc, premier concours de ma vie où j'enlève des foulées, en fait. Ma course d'élan, elle fait 19 foulées. J'enlève d'abord 2 foulées, donc je fais 17, après 15, et je vais finir le concours à 13 foulées. Donc quand je me bats pour la victoire et je perds pour 2 ou 3 centimètres, je suis sur 13 foulées, en fait. Et j'ai failli gagner comme ça. Enfin, on a l'impression que tout le monde se lève, tout le monde a l'impression que je suis au-delà, que je gagne sur le dernier essai, quoi. Mais je suis sur 13 foulées et c'est que dans la tête, quoi. Parce que physiquement, je sens que j'ai rien du tout. Waouh, ok. Et comment est-ce que tu te décides le nombre de foulées que tu veux faire sur un saut? C'est en fonction de ta forme du jour, c'est en fonction de... Non, généralement, si tu veux, c'est au début de la saison, tu vas sauter sur un élan plus court parce que tu as besoin de reprendre des repères, de la vitesse, etc. Donc tu peux sauter, on appelle ça sur élan réduit. Donc tu as moins de foulées, ça peut être sur 15 foulées par exemple. Et ça, quand tu avais le foulé, c'est vraiment en plein sprint, quoi. Ouais, c'est vraiment le nombre de foulées. Tu comptes à partir de ton premier appui et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc voilà, jusqu'à 13. Non, c'est pas possible. Ouais. Si, je t'invite si tu veux. Il y a le film L'homme au bras d'or qui a été réalisé par Benjamin Rassa et qui me suit pendant 2 ans, justement en 2011-2012. Et qui est présent à Londres, et donc t'as tout le concours voilà, je t'invite à regarder ces 2 fois 1h30, mais dans la deuxième partie t'as le concours de Londres, et donc tu peux voir, et là t'as même tous les commentaires, les adversaires, l'entraîneur chinois, etc. Enfin t'as tout, quoi. Donc en fait après c'est, si tu veux, t'as certains sauteurs qui sont généralement autour de 20 foulées, mais ça dépend parce qu'il y en a qui partent arrêtés. Moi je pars arrêté. Carl Lewis par exemple partait arrêté. Mike Powell partait avec un préélan, mais il est aux alentours de 20, je sais plus s'il était 20 ou 22 foulées, Carl Lewis, je crois que c'est 22 foulées. Moi, je suis à 19 foulées, quoi. Parce que c'est là où, en fait, moi, c'est ma course optimale, quoi. Mais je pourrais sauter à 17 et j'ai fait des fois les concours à 17 et je vais faire quasiment les mêmes performances, quoi. Donc ça, c'est chaque athlète, en fait, si tu veux, qui a et moi, je pars impair, parce que je suis plus à l'aise comme ça. J'aime pas partir donc voilà, c'est impair, quoi. Ok. Non, hyper intéressant, mais on connaît peu, je trouve, le saut en longueur, finalement. On le voit à la télé, mais je trouve qu'il y a plein de subtilités techniques qui sont pas forcément expliquées toujours par les présentateurs. D'un côté, c'est assez normal parce qu'au final, le saut en longueur, à part ceux qui sont spécialisés ou ceux qui s'intéressent à l'athlétisme et au saut en longueur vont essayer de comprendre. Sinon, pour la plupart des gens, c'est pas un truc qui est important dans la vie, quoi.
Même si peut-être un jour ça peut être important s'ils doivent s'échapper et ils sont coursés dans la savane et qu'ils doivent sauter un ruisseau par exemple. Mais tu vas pas prendre tes marques et commencer à dire attends 2 secondes, je me règle, je dis cette foulée là. Ouais, non, mais c'est très subtil. Là, on en parlait avec mon préparateur physique. Là, j'étais à Lyon avec Jérôme Simian et où lui arrive à faire voilà ce qu'il faut faire, on va dire techniquement pour sauter, voilà qu'il faudrait faire techniquement pour aller loin. Sauf qu'il le fait avec peu de vitesse. Et il me dit mais je suis incapable de faire ce que vous faites à pleine vitesse en gros et de pouvoir voilà mettre une impulsion et de s'engager en fait. Donc il y a un code, il me dit mais en gros c'est un truc un peu de barge. Il faut avoir du courage quoi. Alors en fait quand on est habitué à faire ça depuis tout petit, c'est pas forcément si compliqué, mais il se passe beaucoup de choses au moment de l'impulsion en fait. Au moment de l'impulsion, donc on passe de la vitesse, on transforme la vitesse horizontale vers donc on veut garder le maximum de vitesse horizontale, mais on va mettre un angle et donc on va avoir une vitesse verticale aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'on veut perdre le moins de vitesse possible sur l'impulsion. Ouais. Et donc plus on passe de temps au sol, plus on va perdre de vitesse. Et plus on va mettre d'angle, donc aller vers le haut, plus on va perdre de vitesse, on va mettre de la force verticale et du coup on va perdre de la vitesse aussi. Donc sauf que il faut passer aussi ce qu'on appelle passer sur l'appui, c'est-à-dire on laisse passer le bassin le plus longtemps possible pour avoir la jambe et le pied, faut s'imaginer qu'on a le pied derrière soi, derrière les fesses le plus loin possible parce que tout ça c'est une distance gratuite gagnée. Donc le bassin est loin et là on commence à décoller. Donc en fait ça fait une belle parabole. Donc ça c'est de la physique clairement. Sauf que pour faire ça, faut le faire le plus rapidement possible puisqu'on a dit il faut pas rester longtemps au sol. Donc c'est ça en fait le paradoxe, c'est qu'il faut parcourir beaucoup de distance au niveau du bassin avec le pied qui est encore au sol, mais le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment en une fraction de seconde et tu parcours déjà et tu gagnes en fait de la distance et tu vas avoir un angle qui va être optimal en fait pour pouvoir aller plus loin. Donc oui en fait il se passe beaucoup de choses au niveau technique à ce moment-là et généralement aussi lorsque tu veux sauter, t'as un réflexe de mettre de l'angle et de descendre un peu trop sur l'avant-dernière foulée et donc de partir vers le haut ou de mettre un peu les épaules en arrière. En fait, tout ça, c'est bloquant. Ça fait un blocage. Donc, en termes de sensation, ce qu'il faut ressentir, c'est sentir que on saute pas, qu'il n'y a pas d'impulsion. C'est-à-dire que le corps est fort, on s'est entraîné pour ça, il y a des automatismes. Donc, le corps sait faire, mais c'est vraiment de n'avoir la sensation que de passer en fait, de courir, de rien, quasiment de rien faire quoi. Mais ça prend des années. Donc, certains peuvent s'entraîner des années et n'arriveront jamais réellement à bien le faire, et puis d'autres arrivent à le réaliser. Pour moi, j'ai rarement réussi à bien l'exécuter malgré toutes les années. Donc c'est pas évident. Ok, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup de frustration. Tu vois, moi tous les sports, il peut y avoir énormément de frustration. Ouais, il y en a dans tous, mais certains plus que d'autres, je trouve. Vraiment certains plus que d'autres. Et moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est un sport dans lequel il peut y avoir beaucoup de frustration parce que justement, tu te bats un peu avec toi-même. Les éléments sont là et ils sont très très importants et le moindre petit détail influence beaucoup la performance. Et tu l'as dit, tu peux complètement sortir de ton saut. Alors après, tout ce qui est, en gros, ça c'est. Alors moi, j'avais pas forcément lu ou étudié. D'ailleurs, je suis plutôt en train de lire en ce moment les lettres de Sénèque. Mais si justement tu t'intéresses à Tim Ferriss, peut-être que tu t'es intéressé aussi au stoïcisme. Bien sûr. Mais sans connaître réellement cette philosophie, en fait, je l'appliquais déjà dans le sens où ce que tu ne peux pas maîtriser. Il faut que tu l'acceptes en fait et donc tu dois te concentrer sur ton champ d'action et ton domaine de compétences réellement pour pouvoir t'exprimer au mieux et le reste il faut l'accepter. Donc moi je suis né différent, je le considère pas comme un handicap sauf que le regard des autres ou l'environnement à différents moments de ta vie te montre que tu es différent et te montre que du coup tu n'appartiens pas à ce qu'on pourrait appeler une norme, qui est complètement stupide, parce que la norme ne veut rien dire. Mais donc du coup, j'ai dû accepter tout ça. Je pouvais pas lutter contre ça. J'ai jamais eu la haine contre les gens qui me regardaient. Je dis oui, c'est ok. J'essaie de me mettre à leur place et de comprendre. Donc
Et après, lorsque j'ai eu des blessures, ça a été la même chose. Ça a été le même mécanisme. C'est-à-dire quand j'ai eu pendant 3 ans et demi mal au dos et à me dire je progresse pas et je vais peut-être arrêter, bah, c'était ok. De dire qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce que je peux faire comme soin, qu'est-ce que je peux faire comme prévention, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal et pour améliorer la situation et pour toujours m'entraîner et puis pour adapter un truc par rapport à moi, quoi. Et le reste. Mais faut que je l'accepte. Ok, les autres qui continuent à progresser, qui avaient mon âge, qui sont plus forts que moi maintenant, je l'accepte. Tout ça, c'est pas en mon pouvoir. Donc là, c'est exactement la même chose lorsque tu te retrouves dans une compétition. Ça peut être les jeux. Là, je vais te reprendre l'exemple des jeux à Londres parce que là, pour la première fois de ma vie, à l'opposé de 4 ans avant à Pékin où aucun membre de ma famille n'était présent, ils pouvaient pas venir, ça faisait trop loin. Là, toute ma famille était présente, mes amis étaient présents. Le stade est archi comble, il y a 80 000 spectateurs. J'ai les sponsors, j'ai du monde qui me suit, qui me soutient. J'ai plein de gens qui m'ont accompagné. Voilà, je dis souvent, je suis voilà un peu le capitaine du bateau. Je suis à la barre, mais il y a du monde en fait dans le bateau. Je suis pas tout seul. Quoi. Bien sûr. C'est juste que tu me vois, je suis la partie émergée en fait. Au final, là. Tu peux voir le regard des personnes de ton entourage, de tes amis, etc. Soit inquiet, soit dans le doute. Le public, tu les connais pas, donc c'est pas très important, mais t'es à cette pression extérieure. Tu peux avoir le vent où tu dis, le vent, il va être de face, alors qu'à un moment, tu dis, non, il a été de dos, par exemple, pour tout le monde. Il y a le fait que tu dis, attends, je comprends pas, là, il y a 2 semaines, je faisais des trucs de dingue, là, aujourd'hui, je suis dans la pire forme de ma vie. En fait, tu peux pas te poser toutes ces questions-là. En fait, là, t'es dans l'action, t'es dans le moment présent. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est, ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour gagner? Parce que le but ce jour-là, c'est de gagner. Qu'est-ce que je peux améliorer pour gagner? Ok, ce que je peux améliorer pour gagner, c'est enlever des foulées. C'est, arriver avec une plus petite course. Parce que j'arriverai en accélération, je serai pas en décélération, parce que sinon je suis trop fatigué, j'arrive même plus à mettre une impulsion derrière. Après, ça va être je sais pas, de se concentrer. Tout ça, c'est même pas, c'est inconscient presque, parce que c'est un réflexe au final, comme un réflexe un peu, instinctif, quelque chose d'un peu vital, parce que tu sais que ce jour-là, t'es dans une telle pression, mais une pression positive, qu'il faut juste réagir en fait. Tu dois être dans l'action. Donc tout ce qui est frustration, ça ne l'est pas à ce moment-là. Ça peut l'être après quand tu prends du recul et tu commences à réfléchir à tout ce qui s'est passé, etc. Mais à aucun moment tu dois entre guillemets ne sortir de ta bulle. Et je vais pas te dire que j'en suis pas sorti quoi. J'en suis sorti un petit peu ce jour-là. Mais derrière, ce qui était intéressant, c'est le moment où tu te remobilises en fait. Tu te remobilises et parce que t'as un moment où t'es en colère avec toi-même et tu dis c'est pas possible, etc. C'est comme si tu parles à ton corps et tu dis mais tu peux pas me lâcher maintenant, en fait c'est pas possible, on n'a pas fait tout ça, on s'est entraîné toute notre vie pour ça, pour ce moment-là, c'est pas possible, là tout le monde est là et tu veux rendre fier tes parents, tu veux rendre fier ta famille, tes amis, c'est pas possible, tu peux pas le laisser gagner, tu vaux bien mieux que ça quoi. Et en même temps à côté l'autre petite voix où tu dis ouais mais aujourd'hui t'as vu c'est chaud quoi, t'arrives même pas à faire 7 mètres en fait, t'arrives même pas à faire une course de 19 foulées, c'est quand même grave. Donc tu vois, il y a tout ça à gérer, mais ça en fait tu l'écoutes même pas quoi. Après très rapidement c'est et donc ça c'est aussi un peu la résilience et tout de suite être dans le rebond et dans la réaction. Ok, hyper intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue là-dessus. L'heure tourne et je vais me faire gronder par ma femme si j'entre trop tard et j'ai pas envie de te prendre trop de temps non plus, même si je passe un super moment. Je voulais te poser une question sur une prise de parole que tu avais eue récemment. Il me semble que c'était en mars suite à l'annonce du report des Jeux. T'as passé un coup de gueule sur le fait qu'on n'avait pas du tout parlé des Jeux paralympiques. Et je voulais savoir un petit peu pourquoi ce coup de gueule à ce moment-là déjà et peut-être est-ce que c'était tu vois on peut avoir l'impression que le mouvement paralympique va de mieux en mieux en France, ou en tout cas qu'il y a des choses qui sont faites, les choses sont pas parfaites, je pense qu'elles le seront peut-être jamais, mais en tout cas elles avancent et du coup je me suis posé la question en fait, est-ce que finalement ça c'est que de l'image et les choses avancent pas tant qu'on le dit, et du coup je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de réagir sur ce sujet-là et
peut-être tu peux rappeler un peu de contexte aussi. Ouais, complètement. Le contexte, on est pendant le confinement, donc on est un peu plus, on devait être fin mars, début avril. On vient juste d'avoir l'annonce du report des Jeux olympiques et paralympiques. Moi, je suis à Dubaï à ce moment-là parce que j'étais parti tout seul. C'était très bizarre d'ailleurs pour tenter de continuer à m'entraîner parce qu'il n'y avait pas encore la question de report à ce moment-là. Et je suivais les médias un petit peu étrangers aussi. Je suivais CNN, je regardais en France, je regardais aussi au Japon. Et à chaque fois, ils parlaient des Jeux olympiques et paralympiques, sans forcément mettre un gros accent sur les paralympiques. Clairement, on n'est pas dans un contexte, c'est pas la priorité, quoi. Le sport, la culture, enfin tout le reste, quoi. La santé est bien plus importante. Donc, et c'était attendu quelque part que les Jeux soient reportés. C'était très bien. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est pas ça, c'est que j'ai reçu un message d'une amie sur Instagram qui me mettait un post de l'équipe, donc sur le compte Instagram de l'équipe, où il y avait les dates en fait, il y avait report des Jeux. Il y a marqué report des Jeux fin 2020 de Tokyo, quoi. Il y a marqué Jeux de Tokyo, il n'y a pas marqué Jeux Olympiques. À la rigueur, il y aurait eu juste Jeux Olympiques, j'aurais compris. Et puis c'est souvent que les médias en France, en fait, vont parler que des Jeux Olympiques et vont oublier en fait les Jeux Paralympiques, ils vont pas en parler du tout. Et donc là, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé parce que je me suis dit clairement c'est pas la priorité, le sport, mais vous en parlez en fait, vous continuez à en parler, ce qui est normal aussi parce que c'est votre travail. Sauf que là en fait, je me dis mais ils font pas bien leur travail, quoi. Là en fait, il y a juste à dire les Jeux et à mettre les dates des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C'est pas compliqué en fait. Ouais. Et donc, symboliquement, pour moi, c'était trop fort. Ça voulait dire tellement de choses derrière. Parce que je suis là depuis un moment, à haut niveau, je vois l'évolution, justement. Et ça évolue. France Télé, par exemple, diffuse en direct depuis 2014. Donc, il y a les Jeux d'hiver. Et il y a eu, pour les Jeux d'été, la première fois où il y a eu du direct, réellement, c'est à Rio en 2016. Donc, c'est vraiment il y a pas longtemps. Donc, ça évolue, mais on était très en retard à ce niveau-là. Et je réagis, tout ça. Voilà, le contexte, c'est aussi qu'on a eu les championnats du monde à Dubaï, justement, en novembre l'année dernière, qui est le premier événement mondial après les Jeux paralympiques. Ouais. Et il y avait 0 journaliste français présent. En équivalent, il y avait quasiment 100 journalistes japonais. Il y avait des diffusions en direct dans plus de 53 pays de l'Afrique subsaharienne et je sais plus combien de pays dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, à chaque championnat du monde, à chaque jeu, la vente des droits pour les jeux, pour les championnats du monde et le nombre de journalistes augmente pour tous les pays. Et là, en France, en fait, il y a personne. Donc, donc déjà, il y avait ce truc-là. En fait, je me dis, mais attends. Et donc j'avais déjà dit ça au moment des championnats du monde parce que moi je trouvais ça scandaleux en fait. Je me dis mais attendez, on a les Jeux en 2024, là on est à moins de 5 ans en fait des Jeux de 2024. Je suis un des nombreux ambassadeurs qui ont été pour la candidature et on est toujours avec Paris 2024. En fait je dois et on doit être garant de en fait dire là ça va pas en fait, vous déconnez les gars. Ouais. Enfin les gars, les filles et en tout cas ceux qui dirigent les rédactions, les chaînes et je peux comprendre toutes les problématiques, les contextes, mais à des moments où des chaînes privées aussi comme l'équipe qui quand je vois des fléchettes ou du snooker ou de la pétanque en fait sur l'équipe, les droits pour les championnats du monde, je pense pas qu'ils étaient très chers. Je me demande même si c'était pas, il y a des choses ça peut pas être, c'est pas cher. En fait, ça m'énerve. À un moment, je me dis, mais c'est aussi votre rôle, en fait, de faire ça. Donc, et je sais en même temps que, je dis tout le monde, mais que ce soit les marques ou les médias, beaucoup vont se réveiller 1 an avant, ou peut-être 2 ans avant, mais 1 an avant, donc après, parce qu'on a la Coupe du Monde en France de rugby, donc sûrement un an avant, sur, en fait, c'est qui les athlètes paralympiques phares ou on les connaît pas. Bah oui, pourquoi on les connaît pas? On n'a pas de cette culture en France. D'accord, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, je suis pas en train de culpabiliser les gens. Mais à un moment, c'est juste de la curiosité, c'est de s'intéresser et de se dire, c'est des femmes et des hommes en fait qui s'entraînent, qui représentent leur pays. Les Jeux paralympiques, c'est assez respectable, je pense quand même. C'est le deuxième événement. Enfin, pour moi, je le mettrais avec les Jeux olympiques parce que justement, il n'y a pas de différence. Mais ce serait bien qu'un jour, la flamme ne s'éteigne pas entre les deux.
parce que symboliquement ça représenterait pas mal de choses. Mais c'est ça fait partie des plus grands événements au monde et avec le plus d'athlètes et de représentants des pays. Donc je pense que c'est assez respectable et parfois bah oui en fait tu te bats juste sur une légitimité en fait, légitimité d'être respecté en tant qu'athlète. Donc ça fait bizarre, t'as un parallèle entre, enfin t'as un écart et un paradoxe entre le fait d'être invité à l'Élysée quand tu fais des médailles, et puis à côté de ne pas vraiment être respecté par des médias, on va dire de gros médias mainstream. Aujourd'hui, justement, c'est super important que des médias, tu vois, comme les tiens, où il y a plein de jeunes podcasts ou des comptes sur Instagram. En fait, il y a plein de manières aujourd'hui d'être média et d'avoir une autre voix. Mais c'est intéressant justement d'avoir ces voix-là, parce que lorsque des journalistes posent toujours la question mais on en est où aujourd'hui en fait de la médiatisation sur les Jeux paralympiques, etc. Et en fait, où on va parler de handicap, et à aucun moment on va parler de sport. Là, on a parlé que de sport, on a parlé que de valeurs, que de choses, voilà, dont je peux parler, dont je suis spécialiste, ou des choses qui m'appartiennent en fait. Mais à aucun moment je suis oui bien sûr j'ai une expérience, j'ai des avis sur des choses par rapport au handicap, mais je suis pas un expert en fait par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse pas de parler de ça. Aujourd'hui je fais du son longueur. Alors je saute pas tous les jours, je fais plein d'autres choses, mais en fait on parle de ça. Et quand on va parler à un nageur, on va parler de ce qu'il fait, on va parler de natation et ainsi de suite. Donc il y a des fois cette déshumanisation déjà, même avec le terme handisport que j'aime pas beaucoup. On dit athlète handisport. Bah, en fait, ça veut dire quoi, athlète handisport? Ça veut rien dire, je sais pas quel sport il fait. C'est quoi son sport, en fait? Il est nageur, il est tennisman, tenniswoman, ainsi de suite, il est athlète, il fait du tir à l'arc. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et derrière, ah ouais, il est dans telle catégorie, et là, on explique, et là, on fait de la pédagogie. Et pour moi, c'est là le sens. Donc, le coup de gueule, ça a été un petit peu et du coup, je l'ai pas fait que pour l'équipe, ça a été un peu tous les médias. Et donc, il y a des médias qui font très bien leur travail, mais c'était de leur dire, en gros, vous saviez que les Jeux en 1896, donc de Coubertin, les Jeux modernes étaient interdits aux femmes. Ça vous paraît aberrant aujourd'hui? Bah, vous savez que les Jeux paralympiques aujourd'hui, en gros, existent. Ça vous paraît aberrant aujourd'hui? C'était un petit peu, voilà, cet électrochoc-là où on se dit, bah, les mœurs font que on a toujours, c'est séparé, Jeux paralympiques, Jeux olympiques, deux noms différents. On ne crée pas de société parallèle pour des personnes qui sont différents. Bien sûr. Même s'il peut y avoir des communautés, je suis pas forcément pour les communautés. Pour moi, on a une communauté où on est une espèce, il y a pas, voilà, c'est l'espèce humaine, et on est tous différents, et c'est ça qui est intéressant justement. Mais à aucun moment on a deux choses comme ça. Donc aujourd'hui c'est le cas, mais j'essaye en tout cas de pouvoir faire à mon niveau évoluer les mœurs, les mentalités face à la différence quelle qu'elle soit en fait. Donc tout ce qui va être discrimination, injustice, bah, c'est des choses qui me paraissent pas normales, et donc je trouve que c'est normal de faire porter sa voix et de le dire, et donc faire passer des coups de gueule, c'est pas trop, j'aime pas faire ça, et c'est pas tellement ma manière de faire les choses, parce que je préfère avoir des impacts positifs, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, en rencontrant les gens, en discutant. Voilà, c'est très bien de confronter des idées avec des personnes qui sont pas d'accord et qui ont pas le même point de vue. C'est justement ce qui fait avancer les choses. Sinon c'est trop triste, et justement on crée, on devient un petit peu en marge si on n'est qu'avec des personnes qui pensent exactement la même chose que nous, et où on est d'accord sur tout. Bah non, en fait, c'est pas ça. Peut-être c'est rassurant. En fait, tu dis que tu t'appartiens à un groupe, c'est rassurant. Mais entre guillemets, c'est pas ça la vie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça qui change le monde. Ça, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, ouais, merci pour cette petite précision. Et effectivement, je pense que c'est hyper important qu'on essaye, enfin en tout cas les gens qui ont un petit peu de pouvoir médiatique, en tout cas qu'ils essayent de faire avancer les choses dans le bon sens, et de faire attention sur plein de sujets en fait, et de faire attention, parce que bah, quand t'as même une micro communauté, tu peux influencer un peu les gens, et tu peux choisir dans quel sens tu veux les influencer, et c'est important de le faire avec ses valeurs, et de respecter je pense je sais pas comment dire, mais de créer la future version du monde, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il est pas tout rose partout, et il y a plein de belles choses à faire, et c'est mieux de faire toujours un peu mieux et de s'améliorer. Et là-dessus, est-ce que c'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce que
qu'est-ce que tu prépares là actuellement? Du coup, est-ce que le Covid et le confinement t'ont fait un petit peu revoir tes plans? Qu'est-ce qui te donne envie là pour les prochaines années? Alors je suis toujours en carrière. Mon objectif clairement c'est d'aller gagner à Tokyo. Donc j'ai une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze aux Jeux paralympiques. L'objectif c'est vraiment d'aller chercher une autre médaille d'or et voilà, d'être à mon niveau et je pense réellement que je peux sauter plus de 8 mètres là parce que là tout se passe bien, j'ai pas de problème physique et je progresse très bien, on travaille très bien avec mon prépa physique et mon entraîneur. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Terminer ma carrière à Paris. Okay. C'est l'objectif également. Donc voilà, au niveau sportif. Et puis après, à côté, j'ai pas mal de projets différents. Alors certains dans l'entrepreneuriat et puis d'autres aussi où je suis pas mal engagé en fait avec des associations, avec Play International qui fait de l'éducation par le sport pour voilà le vivre ensemble. Également avec l'association Repère qui aide les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Je suis aussi parrain cette année du Trek Elle Marche, qui est un trek 100% féminin qui se passe dans le Sahara au Maroc. Donc là je vais retourner, ce sera en novembre. Je vais aller faire une étape et les encourager en fait avec elles. Et il y a une action solidaire aussi où là on a planté. Alors là je sais pas ce qu'on fera, mais peut-être qu'on continuera à planter des palmiers dattiers, mais aussi à construire des maisons, etc. dans un village. Donc en fait donc il y a tout un pan de toute une partie où j'essaie réellement de pouvoir donner, redonner, de m'engager, pouvoir faire en sorte que d'autres personnes s'engagent aussi, aider pour le développement, alors soit dans d'autres pays, mais même en France, quoi. Parce que je pense que c'est essentiel en fait de pouvoir soit avoir des personnes qui nous inspirent, soit de pouvoir redonner et voilà de réellement de s'entraider, quoi, d'avoir de la solidarité, parce que là on en a beaucoup parlé pendant le confinement de solidarité, parce qu'on en avait besoin en fait. Mais à des moments en fait la solidarité on peut ça c'est tout le temps et c'est pas juste au moment de crise et juste quand d'un point de vue personnel on en a besoin. Donc c'est important aussi de pouvoir donner. Je pense que cette période on est dans une bonne dynamique à ce niveau-là, même s'il y a plein de problèmes dans le monde aujourd'hui, mais justement il y a plein de gens aussi qui veulent faire des bonnes choses et merci d'ailleurs de me recevoir et de me donner la parole parce que je pense que c'est important en tout cas de faire passer ces messages-là et voilà il y a plein de gens qui font des choses qui ont du sens, qui sont sur le terrain qu'on n'entend pas forcément et donc c'est important de les aider, de les soutenir et puis de soi-même s'engager en fait parce que la vie est courte, la vie passe vite et parce que c'est très bien de réaliser ses rêves, de pouvoir aussi être confortable ou de s'enrichir un petit peu personnellement, mais aussi de se poser les questions. Très bien, mais à quel point en fait c'est bon en fait j'ai du confort, est-ce que ça me semble normal que des personnes soient je sais pas, jeunes ou moins jeunes, soit à la rue, SDF, ou de voir toute. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je peux pas rester insensible à ça. Et je ne peux pas ne rien faire, me dire que je ne fais rien. Donc, est-ce que c'est pour me donner bonne conscience ? Je pense pas. Je pense que c'est important, à plusieurs niveaux. Et oui, si, sur moi aussi, ça me fait mieux dormir de me dire que au moins j'essaye, quoi. J'essaie de pouvoir contribuer un petit peu. Et après, j'ai des projets. Il y aura un autre concours. J'avais lancé un concours en 2012 pour customiser graphiquement ma prothèse. Donc, ce concours s'appelait Golden Arm. Donc, les gagnants venaient assister en fait à Londres au concours. Donc, il y aura ce concours-là qui va être relancé en 2021, ce qui va être beaucoup plus gros, beaucoup plus global et plus solidaire également, où on va faire gagner des prothèses imprimées en 3D myoélectriques. Donc, c'est des prothèses qu'on peut contrôler et bouger à des enfants. Donc on sait pas combien, au départ on était parti sur 15, sauf que là il commence à avoir beaucoup plus de personnes et de partenaires qui commencent à se greffer. Donc d'ailleurs si vous êtes des partenaires, vous êtes soit dans les nouvelles technologies, soit dans le côté un peu solidaire, où vous avez envie de vous engager, de pouvoir donner de votre temps ou juste donner des moyens, n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez rejoindre la petite équipe parce que le but c'est réellement que ça puisse être vertueux et bénéficier au plus grand nombre. Donc je rappelle le projet en fait c'est donc designer
à la base ma prothèse de course qui va m'accompagner pendant mes compétitions. Donc c'est casser un petit peu l'image associée à la prothèse, qui est voilà qu'on lie directement au handicap, et amener justement plutôt dans quelque chose de créatif et de positif. Okay. Et là, les enfants vont avoir leur prothèse imprimée en 3D et customisée aussi, dessinée. Et donc ça va être en gros, ils vont retourner à l'école et ça va être eux les stars à l'école. Ok, donc, trop voilà. bien. Donc ça, c'est un des projets. Il y a des projets de prothèses connectées aussi. Et toujours avec une idée que ça puisse bénéficier au plus grand nombre ensuite. Voilà. Et puis projet musique, là je vais faire une résidence de 10 jours, c'est les médecins de vacances entre guillemets, où je vais m'isoler au milieu de la nature et faire que de la musique pour préparer un album pour l'année prochaine. Je vais sortir je pense 2 titres à la fin de l'année et puis un album l'année prochaine, donc sous le nom Geriath. Donc j'avais sorti un EP en 2017 et voilà, je vais continuer à bosser là-dessus. Trop cool. Bah, j'avais vu effectivement que t'enregistrais un peu de musique en ce moment, donc j'ai hâte d'entendre ça. Tu te vois comment dans 10 ans? Je me vois comment dans 10 ans? Tu veux dire physiquement ou j'espère pas avec des cheveux blancs. Je sais que j'aurai des cheveux encore. Je me vois comment dans 10 ans? Je sais pas trop, engagé dans voilà. Je me vois, j'espère avec une famille, avec une famille engagée dans des projets. Alors autant dans une partie dans mes rêves toujours. Parce que c'est important, enfin tu vois, la musique ça peut être un peu ça. C'est essentiel pour moi de rêver. À chaque fois quand je suis dans les écoles et je pose des questions aux gamins, et je leur demande c'est quoi leur rêve en fait. Vraiment, parce que je me dis, et il y en a certains ils osent pas ou autre, mais ils peuvent en dire. Et en fait c'est impressionnant comme c'est déjà précis, où leur personnalité est déjà affirmée, c'est-à-dire tous n'ont pas le même rêve. Alors quand on va en maternelle ils peuvent copier un peu les uns sur les autres, mais en primaire déjà c'est beaucoup moins le cas. Donc voilà, ouais, être un peu sur mes rêves, voyager en respectant la planète. Donc en étant une partie en France et une partie je sais pas où. Rencontrer du monde, rencontrer différentes cultures. Peut-être que je serai dans un pays, je parlerai une langue que je ne parle pas aujourd'hui. J'apprends le japonais aujourd'hui d'ailleurs. Et puis ouais, pouvoir aider quoi, être engagé, et donc peut-être une partie sur le terrain, parce que c'est quand même ça qui est enrichissant. Et puis en plus voilà, c'est imprégnant, c'est enrichissant, et puis on peut vraiment aider. Et puis un autre côté où d'être un peu derrière et d'essayer d'aider de manière un peu plus globale, en ayant plus de résonance. Et puis j'espère que la musique sera un truc qui pourra payer un peu. Ce serait, et que je pourrais en faire un peu, donc ça on verra. C'est comme le sport quoi, c'est un truc, on verra. Je suis sûr de rien. Et puis sûrement plein d'autres projets d'entrepreneurs en parallèle à côté, ou voilà, selon les affinités, différentes personnes, un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Là, j'en parle pas trop parce que c'est pas encore lancé, mais voilà. Enfin, ok, plein de bonnes surprises pour la suite. Ouais, des surprises, et puis ouais, croquer la vie à plein dedans, quoi. Ok, c'est ce qu'il faut. Et la dernière question sur ce podcast, c'est un peu un passage de flambeau, plutôt un passage de micro. Quelle est la prochaine personne, le prochain athlète que tu me recommandes d'aller interviewer? Ah ouais, c'est compliqué ça. Ah, tu peux m'en dire plein. Tu peux me dire plein de noms de gens sympas. Ça peut être des athlètes paralympiques, pas paralympiques, tout ce que tu veux. Des hommes, des femmes. Alors, tu as... Alors, Sarah Oramune, tu l'as déjà faite peut-être? Non, pas encore. Sarah, c'est hyper intéressant. Jean-Baptiste Allès, que tu pourrais aussi, que aux États-Unis, là, et bon, il a un côté aussi où il aime bien tout ce qui brille, mais son histoire est très forte. Okay. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir son parcours et son état d'esprit, parce qu'on s'est aussi moqué de lui, parce qu'elle a un côté assez naïf, assez innocent, mais il profite beaucoup de la vie, et moi je trouve ça super beau. Ok. Je sais pas, il y a plein de monde, mais c'est compliqué comme question. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. T'en as cité 2 déjà. J'ai de quoi faire. Tu m'as donné du boulot.
Mais en tout cas, très cool. Et écoute, merci infiniment, Arnaud. Franchement, j'ai passé un pur moment. Moi aussi, c'était cool. Sympa. Ça change de ce que je faisais d'habitude en plus. Donc, on a exploré un petit peu des sentiers et t'es ultra spontané, ultra naturel et ça fait plaisir. Ça fait J'espère que les auditeurs aussi auront un peu cette vague d'air frais. Bon, là, il fait chaud en plus, donc ça prend tout son sens. Mais cette vague d'air frais un peu, tu vois, et de positivité, et de sérénité aussi. Donc très cool. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci. Vive Toi rêves. aussi. Écoute. Et puis à très vite. À très vite. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!